Bonjour et bienvenue à la série de webinaires de renforcement d'Épargne Santé. Le titre de ce webinaire est Réflexion sur les risques lors des activités de plein air. Ce webinaire vise à vous permettre de perfectionner vos connaissances de certains concepts clés de la saine alimentation et du jeu actif dans les milieux de la petite enfance. Ces concepts sont présentés dans le cours en ligne de Départ Santé. Nous espérons que ce webinaire contribuera à vous rafraîchir la mémoire sur ces sujets importants et vous donnera envie de continuer à améliorer la saine alimentation et l'activité physique des enfants dont vous avez la charge. Ce webinaire a été développé par Michelle DeCourcy, coordonnatrice de développement de projets à l'Association des parcs et loisirs du Nouveau-Brunswick. Mon nom est Cindy Lévesque et je suis conseillère en mieux-être avec le département du développement social au Nouveau-Brunswick. Je vous guiderai aujourd'hui à travers de ce webinaire. Récréation Nouveau-Brunswick est une organisation sans but lucratif qui se consacre à faire avancer le domaine des loisirs et des parcs par l'approfondissement des connaissances et de l'expérience de ses membres, par la promotion de l'importance et des bienfaits des possibilités de loisirs pour tous. Récréation Nouveau-Brunswick est l'un des partenaires au Nouveau-Brunswick de Départ Santé, qui fait la promotion d'un mode de vie actif et en santé pour les enfants dans les milieux de la petite enfance. Un des projets de récréation du Nouveau-Brunswick est Jouer NB, qui offre un cadre de programmation holistique de qualité axé sur le mieux-être physique, mental, émotionnel, social et spirituel. Les ressources de Jouer NB sont disponibles en ligne à www.jouernb.ca. Ce webinaire aborde la notion de jeu risqué. Nous allons expliquer quels sont les avantages du jeu risqué et en quoi il consiste. Nous ferons quelques recommandations sur la gestion des risques et nous donnerons quelques conseils qui devraient permettre à tous les enfants d'avoir accès aux jeux risqués. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que nous nous trouvons actuellement sur le territoire ancestral des peuples autochtones du Canada, cédé en vertu d'un traité. Nous rendons hommage aux ancêtres métis et des Premières Nations de ce territoire et réaffirmons la relation qui nous lie. Ce webinaire vous est présenté par Jouer Nouveau-Brunswick. Jouer Nouveau-Brunswick est une initiative du Nouveau-Brunswick élaborée par Récréation Nouveau-Brunswick et ses partenaires. Nous croyons que les éducateurs de la petite enfance et les animateurs de loisirs sont dans la situation unique de pouvoir offrir aux enfants soutien, encouragement et conseils et ont la flexibilité de pouvoir leur transmettre d'importantes leçons de vie. Suffit que cette présentation est à propos du jeu actif dehors, j'aimerais vous introduire à la ressource Jouer NB en plein air, qui s'adresse aux animateurs qui travaillent directement auprès des enfants et des jeunes. Cette ressource fournit des renseignements de base, indique les avantages du jeu à l'extérieur, traite des meilleures pratiques, présente des histoires de réussite et propose des idées pour incorporer le jeu et l'apprentissage en plein air. Jouer NB en plein air encourage les animateurs et les éducateurs à amener leur groupe à l'extérieur en soulignant les vastes bienfaits que cela apporte aux enfants et aux jeunes, notamment l'augmentation du nombre de pas quotidiens et amélioration du niveau de forme physique, réduction du stress, amélioration des résultats scolaires et l'atténuation des symptômes de troubles de déficit de l'attention ou hyperactivité. Sur le site web de Jouer NB, vous pouvez trouver des ressources en apprentissage scolaire et pour l'apprentissage en plein air. On définit souvent le jeu comme ce que font les enfants et les jeunes lorsqu'ils suivent leurs idées et leurs intérêts personnels, à leur façon et pour leurs propres raisons. En d'autres termes, le jeu est choisi librement, alors les enfants eux-mêmes choisissent quand ils jouent, comment ils jouent et à quoi ils jouent. Le jeu n'entre pas dans le cadre d'un programme et les enfants n'ont pas d'étape à suivre. Le jeu est dirigé personnellement. Les enfants décident eux-mêmes des règles et de leur rôle dans le jeu. Le jeu est motivé intrinsiquement. Alors les enfants y jouent uniquement pour jouer et non pour gagner quoi que ce soit, qu'il s'agisse de récompenses, de certificats ou de statuts dans le groupe. Pendant le jeu libre, les enfants prennent naturellement l'initiative, inventent leurs propres activités et créent des histoires sur le monde qui les entoure. Les jeux les plus créatifs ont souvent lieu sans supervision directe d'un adulte. Ce type de jeu peut avoir lieu dans de nombreux environnements différents, y compris à l'extérieur.
Le plein air offre énormément d'occasions d'exploration et de création grâce aux curiosités naturelles et aux éléments mobiles qu'on y trouve, comme des bâtons, de la terre, des feuilles et des roches. Le jeu à l'extérieur ou dans la nature permet aux enfants de se fier à leurs sens pour comprendre le monde qui les entoure. Il crée des occasions requises pour prendre des risques, relever des défis, explorer et interagir, qui sont des éléments essentiels au développement sain des enfants. La sorte de jeu qui a lieu le plus souvent à l'extérieur et est libre nous mène tout naturellement à parler de l'objet concret de cette présentation, qui est le jeu risqué. Le jeu risqué se définit comme une forme de jeu captivant et difficile qui n'exclut pas un certain risque de blessure physique. Le jeu risqué donne aux enfants la liberté de décider jusqu'où ils veulent grimper, où ils veulent explorer, s'ils veulent se salir et à quelle vitesse ils veulent courir. Il offre aux enfants l'occasion d'affronter ou de créer des situations où ils devront faire face à l'incertitude, à la possibilité de danger et à l'imprévisibilité. Le jeu risqué fait souvent ressentir aux enfants une émotion de jubilation intense et les expose à des situations qui pouvaient auparavant les effrayer. Grâce au jeu risqué, ils acquièrent des habiletés d'adaptation. Alors ils peuvent se sortir de la situation et elle ne leur fait plus peur. Tous les enfants ne ressentent pas le même besoin de risque lorsqu'ils jouent. Les sensations fortes ne sont pas pour tout le monde, mais tous cherchent à tester leurs limites et leurs environnements. Le niveau de risque est acceptable pour eux à leur propre niveau de compétence. C'est de cette façon que les enfants apprennent à connaître leur monde et découvrent ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Même les très jeunes enfants ont besoin de prendre des risques, car le risque donne lieu à de nouvelles expériences d'apprentissage comme marcher, courir, grimper et faire de la bicyclette. Chacune de ces activités comporte des risques, mais ces risques sont nécessaires au développement des enfants. C'est exactement la même chose pour le jeu risqué. Un chercheur nommé Tim Gill identifie 4 arguments clés en faveur du jeu risqué pour les enfants. Tout d'abord, un bienfait du jeu risqué est qu'il apprend aux enfants à gérer les risques et à comprendre ce que sont la sécurité et les conséquences. Le jeu risqué satisfait également le besoin des risques innés chez les enfants tout en gardant ces risques dans les limites du raisonnable. Si les enfants ne sont pas suffisamment stimulés et éprouvés, ils peuvent tomber dans l'ennui, ce qui peut mener à mal utiliser l'équipement ou à prendre trop de risques, même plus tard dans la vie. Vaincre des obstacles aide les enfants à développer de la ténacité, de l'autonomie, de la confiance en soi et des habiletés d'adaptation. Le jeu risqué favorise le développement sain et holistique. Les mouvements associés au jeu risqué, comme se balancer, grimper, rouler, se suspendre et glisser, sont non seulement super amusants, mais également essentiels à l'acquisition des habiletés motrices, de l'équilibre, de la coordination et de la conscience corporelle. Les enfants qui ne pratiquent pas ces mouvements sont plus susceptibles d'être maladroits, de ne pas se sentir à l'aise dans leur corps, d'avoir un mauvais sens de l'équilibre et d'avoir peur du mouvement. Le jeu risqué est également associé à une diminution des activités sédentaires et une augmentation de l'activité physique, ainsi qu'à un meilleur fonctionnement en société et une meilleure santé mentale. L'interaction avec l'environnement naturel et avec les éléments de la nature est un autre bienfait du jeu risqué. Dans un monde où le changement climatique se révélera un réel problème de leur vivant, il est important que les enfants se rapprochent de leurs environnements à tous les niveaux et aussi souvent que possible. Si nous voulons offrir aux enfants l'occasion de bénéficier des avantages associés au jeu risqué, il nous faut tout d'abord comprendre à quoi ressemble le jeu risqué au parc ou sur le terrain de jeu. Ellen Sandseter le définit par 6 éléments principaux. Tout d'abord, la hauteur. Il peut s'agir de jouer à grimper très haut, à sauter de gros objets comme des rochers ou de l'équipement de jeu, à se tenir en équilibre sur des objets élevés, à se suspendre ou se balancer. Le second élément est la vitesse. Alors, se balancer rapidement d'avant en arrière sur une balançoire, glisser le long d'une pente, aller très très vite en bicyclette, faire du patin sur une patinoire ou un étang, descendre une pente raide à ski. Le troisième élément, ce sont les outils dangereux. Les enfants pourraient couper avec des couteaux ou se servir des scies ou de haches ou creuser avec des pelles et des lances. Je me plais à dire qu'il s'agit là d'outils utiles et qui ne sont dangereux que lorsqu'on n'a pas appris aux enfants à se servir correctement. Le quatrième élément est l'élément de danger. Encore une fois, le danger potentiel. Par exemple,
Laisser jouer les enfants près d'un feu ou sur un terrain escarpé à la proximité d'une masse d'eau profonde ou glaciale ou d'autres éléments naturels de cette sorte. Cinquième élément, les jeux rudes ou les bousculades. Par exemple, la lutte, la bataille avec des épées ou des bâtons d'autres choses de ce genre. Et finalement, la possibilité de disparaître ou de se perdre. Ceci ne signifie pas de disparaître réellement, bien entendu, mais de laisser l'enfant, de son point de vue, se retrouver toute seule un petit moment, partir en exploration toute seule ou jouer seule dans un environnement qui ne lui est pas familier. Malgré tous les bienfaits et tout le plaisir associé aux jeux risqués, un certain nombre de facteurs limitent les occasions de l'offrir. Tout d'abord, l'obsession de la société et des législateurs pour la sécurité et la tendance à privilégier la sécurité aux dépens de la santé et du bien-être. Ces dernières années, on entend de plus en plus de discussions au sujet de la sécurité des enfants dans l'environnement du jeu. En conséquence de quoi, la prise de risque pendant le jeu est devenue de plus en plus réglementée, gérée et contrôlée, et même complètement éliminée, dans certains cas. On peut s'en rendre compte lorsque certaines municipalités interdisent de glisser, par exemple, et avec toutes les règles qui régissent actuellement les terrains de jeu. La mesure dans laquelle le jeu des enfants devrait être réglementé est un débat qui agite beaucoup de politiciens, les parents et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la petite enfance. On présume parfois que si on supprime les risques, les enfants pourront jouer dans un environnement plus sécuritaire. Cette approche néglige le fait que la prise de risque est un aspect positif du jeu et de l'apprentissage des enfants. Selon Helen Sandsetter, qui a formulé les éléments du jeu risqué, notre société obsédée par la sécurité se retrouvera avec des enfants qui sont en moins bonne forme physique, n'ont peu de contrôle sur leurs habiletés motrices et sont moins capables de gérer des risques. Certains facteurs sociaux et environnementaux ont également des répercussions sur les occasions pour les enfants de jouer dans notre région du monde. Passant beaucoup plus de temps à regarder la télévision, à jouer à l'ordi et à rester assis à l'intérieur qu'à être physiquement actifs à l'extérieur. Certains chercheurs estiment que les parcs et les terrains de jeux locaux traditionnels, que vous voyez probablement dans votre quartier, n'offrent pas suffisamment des occasions de jeux risqués pour les enfants, qu'ils n'offrent pas les éléments mobiles ni risqués qui pourraient attirer les enfants. Les préoccupations des parents et des personnes qui prennent soin des enfants sont un autre facteur qui limite les occasions du jeu risqué. En raison de la réglementation toujours plus sévère et des inquiétudes croissantes pour la sécurité des enfants, les éducateurs de la petite enfance croient qu'il est difficile de trouver un équilibre acceptable entre laisser les enfants faire l'expérience des risques et des défis sur le terrain de jeu et prévenir les blessures. Les inquiétudes relatives aux blessures possibles et aux blâmes qui en résulteraient ont des répercussions sur la capacité des éducateurs de la petite enfance à faire profiter les enfants des précieuses expériences qu'offre le jeu risqué. On se rend souvent compte que c'est le jeu risque posé aux adultes, blâme, mauvaise réputation, responsabilité et ce genre de choses qui altèrent bien trop souvent leur jugement lorsqu'il s'agit de laisser les enfants courir des risques et en retirer les avantages. Les parents s'inquiètent également de la circulation, des possibilités d'enlèvement et d'autres dangers, et ceci les empêche de laisser leurs enfants faire de la bicyclette dans les quartiers, jouer dehors ou même explorer des espaces boisés. Au lieu de cela, les enfants doivent se limiter à jouer dans leur cour arrière ou peut-être dans le parc local, et encore si on a de la chance. Heureusement, certaines voix se sont élevées récemment pour critiquer cette approche et affirmer que cette insistance exagérée sur la sécurité est problématique parce que dans notre désir de protéger nos enfants et d'éviter des blessures graves, nous les éloignons des expériences et des stimulus qui sont si importants pour leur santé et leur développement normal. Lorsqu'on parle de jeux risqués, il est important de faire la différence entre risque et danger. Un risque est quelque chose que l'enfant peut voir et peut apprendre à évaluer. Une bonne façon de définir le risque serait de dire que c'est quelque chose que l'enfant ou qu'une personne peut juger. Par exemple, est-ce que je peux aller le plus haut possible sur la balançoire, sauter, m'envoler et retomber sans me faire mal? Tout le monde peut voir si c'est possible. Cela est une bonne chose. Les enfants peuvent apprendre la littératie physique en commençant par de petits défis, se balancer juste un peu avant de sauter, puis devenir de plus en plus téméraire et aller de plus en plus haut pour sauter encore plus haut. Un danger est un risque que l'enfant ne peut pas voir. Un danger est quelque chose qu'on ne peut pas juger, par exemple.
Il peut y avoir sur la balançoire un boulon qui se tient pas bien et pourrait se détacher. Cela, l'enfant ne peut pas le juger et cela n'est pas une bonne chose. Cette situation doit être évitée grâce à de bonnes pratiques de gestion, par exemple la vérification régulière de l'équipement. Le jeu risqué ne revient pas, absolument pas, à mettre les enfants en danger de blessures sérieuses. Tout jeu risqué dans lequel entre un élément de danger doit être remis en question. Comment gère-t-on le risque? En tant qu'éducateur de la petite enfance, comment conciliez-vous les avantages du jeu risqué et le potentiel de blessure? Comment pouvez-vous offrir des défis tout en maintenant les dangers possibles au minimum? Comment pouvez-vous offrir des aventures aux enfants tout en les gardant en sécurité? Il vous revient, en tant qu'éducateur de la petite enfance, de faire preuve de jugement professionnel pour trouver la réponse à ces questions et pour aider à encourager le jeu risqué dans votre centre. En bref, gérer le risque et équilibrer tous ces aspects revient à créer un environnement aussi sécuritaire que nécessaire, mais pas nécessairement aussi sécuritaire que possible. Pour ce faire, il est important de faire la distinction entre le risque et le danger, et il est réellement important de garder à l'esprit cette distinction et de s'assurer que les dangers sont éliminés dans la mesure du possible et que les enfants peuvent facilement évaluer les risques possibles. Ceci signifie qu'il faut aménager des espaces dans lesquels les risques de blessures sont les choses que les enfants peuvent facilement évaluer, par exemple la hauteur des choses. Il faut éliminer les dangers que les enfants peuvent ne pas voir ni apprécier, par exemple de l'équipement défectueux. L'inspection et l'entretien périodique de l'équipement sont également essentiels. Lorsqu'on introduit de l'équipement ou des outils potentiellement dangereux, il est essentiel de faire voir aux enfants comment les utiliser en toute sécurité. Il est nécessaire d'intégrer à la planification l'étape de formation des enfants à cette utilisation. Il est également nécessaire ou il est également essentiel que les programmes ou le centre se dotent de politiques et de procédures spécifiques en matière de jeux risqués qui énoncent clairement la position du programme ou du centre en matière de sécurité et d'évaluation des risques. Ces politiques et procédures doivent être présentées aux parents et discutées ouvertement avec eux. Il est aussi important que les éducateurs de la petite enfance soulèvent avec les parents la notion de jeu risqué et leur fassent comprendre ses bienfaits. Il est essentiel que l'éducateur et les parents communiquent ensemble au sujet des bienfaits et du jeu risqué. Les éducateurs et les animateurs se doivent d'expliquer comment les enfants, dont ils ont la charge, apprennent et se développent grâce aux activités auxquelles ils participent. Ils peuvent le faire, par exemple, en mentionnant comment tel ou tel enfant a acquis un réel sens d'équilibre depuis qu'il joue à marcher sur des bûches ou des activités semblables, ou en mentionnant la force que tel autre a acquise dans les jambes grâce à tous les jeux formidables où les enfants du centre jouent à grimper. Ceci va rassurer les parents et les gardiens qui vont voir que leurs enfants se développent et apprennent dans un environnement passionnant et stimulant, mais où que les risques inutiles sont contrôlés. Si vous êtes persuadé, comme éducateur, des bienfaits du jeu risqué et si vos politiques en matière de jeu risqué sont bien en place, les inquiétudes que pourraient avoir les parents ou les gardiens seront apaisées. Un autre aspect important de la gestion du risque et de sa promotion est de l'enseigner aux enfants et de les encourager à évaluer eux-mêmes quels risques présente une situation et à réfléchir aux conséquences de leur acte. Et ceci peut être accompli en posant beaucoup de questions. Par exemple, que va-t-il arriver à ton avis si tu tiens le couteau comme ceci ou alors comme cela? Ou que se passerait-il si on se suspendait à cette branche au lieu de celle-ci? Quel a l'air le plus solide? En fin de compte, des procédures très claires fondées sur des données probantes et la mise en place d'un processus rigoureux d'évaluation du risque sont la clé à la gestion du risque dans votre programme ou votre centre. Voici un exemple d'évaluation des bienfaits du risque, et vous allez remarquer qu'il ne s'agit pas seulement d'une évaluation du risque, mais qu'on y parle également de bienfaits, ce qui est très important. Ceci signifie qu'en tant qu'éducateur de la petite enfance, vous allez peser votre devoir de protéger l'enfant de blessures sérieuses et qui peuvent être évitées contre votre devoir de lui offrir des occasions de jeu aventureux et stimulants, dans le but de lui offrir la possibilité de prendre lui-même des risques tout en le protégeant du danger. Ceci résume en gros la fonction de l'éducateur qui devrait être d'aider les enfants à apprendre à répondre adéquatement aux défis quotidiens qui se poseront inévitablement à eux lorsqu'ils seront plus âgés. Vous allez remarquer dans cet exemple, ce n'est pas très compliqué.
L'information clé, l'endroit où vous vous trouvez et l'activité que vous allez faire, la date, le nom de la personne qui procédera à l'évaluation, donc l'évaluateur. Puis, on passe à votre évaluation générale du risque. Le risque sera-t-il minime, moyen ou élevé? La réponse sera fondée sur votre jugement. Les avantages de cette activité ou de cette possibilité d'activité l'emportent-ils sur les risques possibles? On inscrit le nom de l'activité, puis on fait la liste des bienfaits que les enfants pourraient en retirer. Après ça, on peut déterminer les dangers possibles qui courent le risque d'y être confrontés. Puis, les précautions à prendre pour réduire les risques de blessures qui pourraient entraîner ces situations dangereuses. En vous basant sur toute cette information, vous pouvez alors évaluer le niveau du risque, minime, moyen ou modéré, ou élevé. Pour vous donner un exemple pratique de cette évaluation des risques et des bienfaits d'une activité, j'ai choisi une activité assez facile, une promenade à travers le parc le long d'un sentier. Ceci pourrait être une activité que vous voulez faire avec les enfants ou les jeunes de votre programme ou les petits de votre centre de la petite enfance. Si vous allez marcher sur un sentier dans le parc, comment les jeunes vont-ils bénéficier de cette activité? Faites donc un remue-ménage sur les différents avantages qu'ils pourraient en retirer. J'ai noté ici quelques exemples. Par exemple, l'activité physique. Ils vont marcher, ils vont bouger, ils vont peut-être s'asseoir. Ils vont avoir accès à un autre côté du parc, donc peut-être à de nouveaux apprentissages ou de nouvelles occasions de développement. Ils vont peut-être se retrouver dans un endroit où ils ne sont jamais allés auparavant et voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils vont également acquérir une certaine expérience des cartes en suivant le sentier du point A au point B. Maintenant, il faut étudier les dangers possibles. Qu'est-ce qui pourrait se cacher dans ce sentier? Pourrait-il y avoir quelque chose que les enfants ne seraient pas en mesure d'apprécier ou d'évaluer facilement et qui pourrait présenter un danger pour eux? Par exemple, une branche à la hauteur des yeux qui pourrait peut-être les blesser, ou des animaux sauvages ou des chiens s'ils en trouvent dans votre région. Il pourrait y avoir aussi d'autres possibilités de danger et c'est à vous qu'il revient de penser à toutes les situations possibles. Qui court un risque dans cette situation? Ce pourrait être toutes les personnes qui marchent sur le sentier, donc les enfants dont vous avez la charge ou vous-même en tant qu'éducateur. Vous avez peut-être aussi des parents bénévoles avec vous pour cette promenade. Ils seront inclus dans cette liste également. Quelles précautions pouvez-vous prendre pour réduire les risques qui pourraient poser ces dangers? Avant de partir, vous pourriez peut-être revoir les règles de jumelage que vous avez déjà en place ainsi que le protocole à suivre lorsque le groupe part en promenade. Revoir toutes ces procédures et les choses que les enfants doivent garder à l'esprit lorsqu'ils se déplacent en groupe. Vous assurer que personne ne risque à la traîne et risque d'être seul et de se blesser sur une de ces branches basses. Coupez ces branches à l'aide de cisailles et nettoyer le sentier avant d'aller faire la promenade. En gros, s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Il vous faut enfin réfléchir à tous ces dangers possibles et aux précautions que vous avez prises et évaluer les risques globaux. Vu la situation en question, le sentier aurait sans doute déjà été utilisé et évalué et les dangers possibles aura sans doute été éliminés. Le risque global sera donc sans doute minime et les avantages l'emporteront très certainement sur n'importe quel risque potentiel. Et maintenant, quelques conseils pour intégrer le jeu risqué à votre environnement. Les milieux de la petite enfance peuvent offrir à chaque enfant l'occasion de se dépasser et d'atteindre leur potentiel. Comme nous le savons, les enfants sont des apprenants compétents, confiants et capables qui savent faire des choix et prendre des décisions. Les éducateurs de la petite enfance peuvent et doivent offrir aux enfants les occasions et les expériences leur permettant d'apprendre et à connaître le risque dans un environnement conçu à cet effet. Comment allons-nous y parvenir et aider les enfants à devenir capables de gérer les dangers et les risques qu'ils vont rencontrer dans le monde et quand ils commenceront l'école? Leur en faire prendre conscience est absolument essentiel. Pouvez-vous parler des bienfaits et des idées entourant le jeu risqué que nous venons de vous partager lors de ce séminaire ou d'autres qui viendront à l'idée? Savoir, c'est pouvoir pour les enfants de votre programme ainsi que pour les parents ou les gardiens et pour tous les autres éducateurs autour de vous. Si vous ne vous sentez pas vous-même capable de leur faire prendre conscience de ces notions ou d'en parler, sentez-vous à l'aise d'inviter un expert local à votre centre qui pourrait parler aux parents et aux gardiens et aux autres éducateurs avec lesquels vous travaillez.
Vous pouvez commencer à planifier le jeu plus aventureux en procédant à l'analyse de ce que vous faites déjà à l'extérieur ou lors de votre programme avec les enfants. Notez par écrit toutes les occasions de jeu à l'extérieur qui s'offrent à tous les enfants du milieu où vous travaillez par tranche d'âge pendant une semaine. Partant de là, vous pouvez déjà voir comment améliorer ces expériences. Quelles activités risquées et aventureuses offrez-vous déjà aux enfants? Existe-t-il différents niveaux, différentes hauteurs où ils peuvent grimper par exemple, différentes surfaces à explorer? Vous ne prenez peut-être pas avantage de toutes les surfaces que vous avez déjà. Les enfants de votre programme ont-ils des occasions de se salir les mains? Pensez à la façon dont vous pourriez enrichir ce que vous faites déjà et le rendre plus passionnant et plus ouvert à l'expérimentation pour les enfants. Dans certains cas, pour ce qui est des espaces extérieurs, le défi peut être de revoir la situation et de penser à nouveau à des façons d'améliorer les occasions pour les enfants de relever des défis plutôt que de les minimiser. Vous avez peut-être un carré de béton qui est tout l'espace pour jouer dont disposent les enfants. Ce carré de béton présente bien peut-être des risques visibles et pourtant les enfants y tombent, se poussent et les accidents arrivent tout de même. Se pourrait-il que certains de ces accidents soient le fait que les enfants qui s'ennuient et aient un lien direct avec la sécurité stérile qui leur est offerte? Si les enfants avaient l'occasion de jouer sur un beau tas de bûches qui roulent ou des bâtons ou des roches sur lesquelles ils peuvent grimper, les risques peut-être seraient plus concentrés et vous pourriez en discuter et en gérer et offrir aux enfants ainsi aux enfants une occasion d'apprentissage. Un terrain plat où pousse de l'herbe, c'est peut-être ça que vous avez comme terrain de jeu. On peut également repenser ce genre d'espace. Il présente peu de risques visibles, mais là aussi, les enfants y courent, se heurtent, trébuchent et ont des accidents. Pourquoi ne pas creuser un bon gros trou dans cette herbe où les enfants peuvent se rouler ou alors remplir le trou d'eau pour que les enfants puissent faire des tartes debout? De cette façon, les risques sont concentrés et encore une fois peuvent être discutés et gérés et les enfants peuvent bénéficier de nouvelles occasions d'apprentissage. Les activités risquées peuvent vouloir dire déplacer de l'eau, peut-être à l'aide d'entonnoirs ou de gouttières. Et non, ces activités ne sont pas très propres, ni bien organisées, ni même faciles à prévoir dans leurs moindres détails, mais elles donnent certainement lieu à la créativité et les enfants vont les adorer. Se mettre toute seule est une merveilleuse expérience d'apprentissage que nous devrions tous pouvoir faire. Vous n'avez peut-être pas accès à un espace extérieur où il est peut-être très réduit et il vous faut sortir en promenade si vous voulez que les enfants passent du temps dehors. Dans ce cas, les occasions de jeux risqués existent aussi, mais sont un peu différentes. Les enfants peuvent peut-être préparer eux-mêmes leur collation ou leur sandwich pour la promenade et avoir ainsi l'occasion de manipuler de nouveaux outils. Ils peuvent apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Le risque est dans le choix des aliments et de ce qu'ils vont mettre dans leur sandwich. Un autre risque serait que les sandwichs s'effondrent. Mais les enfants apprendront aussi la responsabilité de prendre soin d'eux-mêmes, de s'occuper de leur sac à dos, d'apporter des vêtements de rechange et toutes sortes de choses et apprendront à devenir un petit peu plus autonomes. Il est également très important que votre espace réponde aux besoins d'enfants d'habiletés et d'âges différents. Ce qui peut présenter des défis physiques ou est intéressant et risqué pour un enfant de 2 ans, n'offrira peut-être pas la même satisfaction ni le même défi pour un enfant de 4 ans. Il est important d'observer les enfants attentivement et de déterminer qui a besoin de plus grands défis ou de soutien spécifique. En plus de l'âge des enfants, leur disposition individuelle est une considération importante lorsqu'on planifie des activités. Lorsque vous inventez une activité ou une expérience, assurez-vous qu'elle correspond aux habiletés, aux intérêts et à la disposition et aux besoins du développement des enfants. Réfléchissez toujours à ce que vous voulez retirer de l'expérience et ce que les enfants doivent apprendre. La recherche nous révèle que la petite enfance est une période importante pour le développement des enfants. C'est à la petite enfance qu'ils apprennent à préserver, à prendre des risques, à résoudre des problèmes, à acquérir de la confiance et de l'autonomie, à nourrir leur curiosité et à développer leur propre identité d'apprenant. Alors,
Quel est l'aspect que vous désirez développer grâce à votre activité ou votre expérience? C'est aussi une bonne idée de définir différentes zones sur votre terrain de jeu. Par exemple, placez quelques buissons, des pneus ou des bûches pour limiter différentes zones d'activité, comme des jeux de balle, des jeux relativement plutôt, des jeux paisibles et peut-être un endroit pour les enfants à mobilité réduite. Si la proximité de balançoires ou d'objets qui pourraient heurter les enfants en passant vous inquiète, vous pourriez peut-être placer une barrière visible autour. De cette façon, les enfants qui le désirent pourront se balancer très haut et très vite sans trop risquer de blesser les autres. Et enfin, il est d'importance vitale de garder une attitude positive à rapport aux accidents. Les accidents vont arriver, c'est certain, et les éducateurs devraient le savoir et apprendre à s'adapter. Garder une attitude positive par rapport aux accidents, c'est possible. Il suffit de parler de ce qui est arrivé et de discuter de solutions possibles, mais non de bannir l'équipement ou l'activité qui a donné lieu à l'accident. Il est important de se souvenir que le jeu risqué peut-être ne vient pas naturellement à certains enfants. Les enfants renfermés ou solitaires, les enfants dont la première langue n'est pas celle des autres, les enfants qui ont un retard de langage et les enfants qui ont des déficiences sensorielles ou physiques peuvent avoir besoin de soutien ou d'encouragement supplémentaire pour participer aux jeux risqués. Les éducateurs de la petite enfance doivent observer et évaluer les enfants pendant le jeu libre pour juger si certains des enfants dont ils ont la charge ont besoin de soutien pour participer à ces activités risquées. Les éducateurs de la petite enfance peuvent encourager et soutenir de diverses façons pour les enfants pour qu'ils puissent participer aux jeux risqués, notamment en modifiant l'environnement de façon à répondre aux besoins de chaque enfant, en reconnaissant que certains enfants ont besoin de plus de temps, peut-être pour être à l'aise avec certaines activités comme se balancer ou grimper aux arbres, en encourageant les enfants à s'entraider et en ayant recours au système de jumelage pour encourager la coopération, et en étant conscient de leur perception et de celle des autres lorsqu'il est question de jeux risqués de ce genre, et en faisant bien attention à encourager le jeu risqué aussi bien auprès des garçons et les filles. La recherche suggère que la prise de risque est perçue de manière différente selon qu'on a une fille ou un garçon. Les réactions des parents aux jeux et aux comportements risqués de leur fils par rapport à ceux de leur fille indiquent que lorsque les filles prennent des risques, les parents ont tendance à insister sur la sécurité et l'éducation au risque, tandis que pour les garçons, ils parlent surtout de discipline plutôt que de la sécurité. Dans une autre étude, les filles se montrent prudentes lorsqu'il s'agisse de se livrer à des activités risquées qui pouvaient dépasser leur niveau d'habileté, alors que les garçons se sentaient capables d'essayer toutes les activités et pensaient qu'aucune d'elles ne présentait de défis insurmontables. Ces résultats suggèrent que les filles hésitent davantage à se livrer à des jeux risqués, l'une des raisons en étant la réaction des autres. Ces résultats suggèrent que les éducateurs de la petite enfance ont besoin d'être conscients de leur propre perception et de celle des autres lorsqu'il est en question de jeux risqués de ce genre, et qu'ils doivent faire très attention à encourager le jeu risqué auprès des filles comme auprès des garçons et s'assurer que les deux genres ont le même accès à des activités risquées. Merci et j'espère que vous avez aimé ce webinaire. Je vous invite à consulter le site web de ce webinaire afin de découvrir les liens vers quelques ressources sur le jeu risqué. Il existe aussi ample sorte d'informations à ce sujet et j'espère que vous allez avoir le temps d'en consulter et d'encourager encore plus le jeu risqué dans votre centre et avec tous les jeunes et les enfants avec lesquels vous travaillez. Prenez quelques minutes pour suivre les instructions ci-dessous afin d'obtenir votre certificat pour ce webinaire.